Ils ont dit que certains films étaient si dangereux que même Hollywood voulait les effacer de la mémoire. Mais que se passe-t-il lorsqu'un film est trop audacieux pour son époque? Quand l'art ose défier le pouvoir, la moralité, ou le système même qui l'a créé? Aujourd'hui, nous levons le rideau de velours sur les 15 films interdits qui ont hanté le vieux Hollywood à jamais. Quel classique notoire fait encore frissonner l'industrie et lequel a failli mettre le système des studios à genoux? Restez à l'écoute. Chaque ombre ne cache pas ce que vous attendez. The Outlaw, 1943. S'il y a un film qui a symbolisé la guerre d'Hollywood avec la censure, c'était The Outlaw de Howard Hughes. En surface, c'est juste un autre western. Des villes poussiéreuses, des tireurs et une querelle de bétail. Mais pour le public en 1943, The Outlaw n'était pas à propos de l'histoire. C'était à propos de Jane Russell. Howard Hughes, le magnate excentrique et maître provocateur, savait exactement comment appuyer sur les bons boutons. Il a conçu une machine publicitaire autour du décolleté de Russell, en créant un soutien-gorge sur mesure pour accentuer ses courbes, et en s'assurant que chaque affiche et chaque chronique de potin transformèrent le film en scandale avant même qu'une seule image n'atteigne les cinémas. Les censeurs étaient outrés. L'autorité du code de production, la police morale autoproclamée d'Hollywood, a exigé des changements avant même de considérer la diffusion du film. Hughes a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a joué une longue partie d'échecs avec le système, coupant des scènes, les rééditant, puis les remettant discrètement. Il a même orchestré une fausse manifestation devant un cinéma de Los Angeles, en plaçant des picteurs pour attirer les foules et susciter la controverse. Lorsque la Légion catholique de la décence s'est impliquée, la notoriété du film a explosé. The Outlaw a été interdit dans plusieurs villes et États, sa sortie retardée pendant des années. Certains cinémas ont pris le risque de le projeter quand même, entraînant des salles combles et des gros têtres. La presse l'a surnommé « le film trop chaud pour Hollywood ». L'interdiction n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Et lorsque The Outlaw a finalement eu une sortie plus large, il a fait salle comble partout où il a été diffusé. L'ironie, le film lui-même est presque sage selon les normes d'aujourd'hui. Mais dans les années 1940, la simple suggestion de sexualité, surtout lorsqu'elle était enveloppée dans le marketing implacable de Hughes, suffisait à provoquer des ondes de choc dans l'industrie. Jane Russell, pratiquement inconnue avant The Outlaw, est devenue une sensation du jour au lendemain. Son image est à jamais liée à l'âge d'or d'Hollywood et à sa bataille la plus célèbre sur ce qui pouvait ou ne pouvait pas être montré à l'écran. La légende du film n'a fait que grandir au fil des décennies, symbole de la manière dont l'indignation morale peut transformer un film de série B en phénomène de box-office. The Outlaw n'a pas seulement hanté Hollywood, il a changé les règles du jeu, faisant du scandale un outil marketing puissant et prouvant que parfois, une interdiction est la meilleure publicité qui soit. Scarface, 1932. Au début des années 1930, la passion d'Hollywood pour le film de gangster a atteint son paroxysme. Mais Scarface, réalisé par Howard Hawks et produit par Howard Hughes, n'a pas seulement flirté avec la controverse, il l'a embrassé avec une mitraillette dans chaque main. Librement inspiré par la montée et la chute réelle d'Al Capone, Scarface était si brutalement violent et moralement ambigu que même les reporters criminels chevronnés quittaient le cinéma ébranlé. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement du divertissement, c'était une menace directe à l'ordre social. Les censeurs à travers le pays étaient horrifiés. La version originale de Scarface dépeignait un Chicago criblé de balles, de corruption et de pouvoir incontrôlé. Le protagoniste du film, Tony Camont, n'était pas puni pour ses crimes dans la fin originale. Il s'en délectait. Les groupes italo-américains ont protesté contre les stéréotypes ethniques du film, tandis que les chefs religieux ont averti que Scarface corromprait une génération de cinéphiles. Le résultat? Une bataille de censure à grande échelle qui s'est déroulée dans les gros titres à l'échelle nationale. Plusieurs États ont carrément interdit Scarface. D'autres ont exigé des modifications drastiques, y compris un changement de titre. Scarface, la honte de la nation, et une nouvelle fin où Tony rencontre une mort moralement instructive. Howard Hughes, toujours rebelle, a retiré le film de la circulation plutôt que de le soumettre aux censeurs. Il a refusé de laisser sa vision être édulcorée, assurant que Scarface devienne infâme bien avant sa large diffusion. La réaction a eu un impact profond sur Hollywood.
Le scandale entourant Scarface a contribué à l'instauration du code de production draconien de 1934, qui allait surveiller le contenu des films pendant des décennies. Pourtant, malgré toute sa controverse, Scarface a été un succès retentissant partout où il a été diffusé. Son réalisme brut et son rythme implacable captivant le public et inspirant des générations de cinéastes. Lorsque Hughes a finalement ressorti le film à titre posthume et avec certaines coupes restaurées, les critiques et le public ont été émerveillés par son énergie brute et sa vision sans compromis. Aujourd'hui, Scarface est considéré comme un jalon du genre, un film qui a osé montrer le côté sombre de l'Amérique et a payé le prix de son honnêteté. Sa légende perdure non seulement comme un conte de mise en garde, mais aussi comme la preuve que certaines histoires sont trop puissantes pour être réduites au silence, peu importe à quel point Hollywood essaie de les enterrer. Freaks, 1932. Peu de films de l'âge d'or d'Hollywood ont projeté une ombre aussi longue que Freaks de Todd Browning. Sorti en 1932, il était censé être le prochain grand choc de MGM. Un regard intérieur sur la vie de cirque raconté à travers les yeux des artistes de foire. Browning, fraîchement sorti du succès de Dracula, envisageait une histoire qui humanisait l'autre, les soi-disant monstres que la société dominante craignait et rejetait. Mais ce qui est apparu à l'écran était si troublant, si radicalement différent de tout ce qu'Hollywood avait produit, que cela a plongé l'industrie dans la tourmente. Freaks mettait en scène de véritables artistes de foire, avec des handicaps physiques, les présentant, non pas comme des objets d'horreur, mais comme le cœur sympathique de l'histoire. Les méchants étaient valides, cupides et cruels. La séquence la plus célèbre du film, lorsque les monstres s'unissent pour une vengeance glaçante sous la pluie, a laissé le public stupéfait et les dirigeants du studio terrifiés. Les projections tests ont provoqué la panique. Une femme a poursuivi MGM, en affirmant que le film lui avait causé une fausse couche. Les dirigeants du studio ont coupé 30 minutes de la version originale de Browning. Mais le mal était fait. MGM a tenté d'enterrer Freaks, le retirant de la circulation et mettant Browning sur liste noire des projets des grands studios. Au Royaume-Uni, le film a été interdit pendant plus de 30 ans. Aux États-Unis, il était limité au circuit d'exploitation. Les critiques de l'époque étaient impitoyables, le qualifiant de dépravé, grotesque et une insulte à l'image d'Hollywood. Mais avec le temps, Freaks a atteint le statut de film culte. La contre-culture des années 1960 a adopté son message de solidarité des marginaux. Des réalisateurs de Truffaut à Lynch l'ont cité comme une influence. Aujourd'hui, il est salué comme un chef-d'œuvre incompris, un film bien en avance sur son temps, tant par son style que par son esprit. Pourtant, pour Browning et beaucoup d'autres impliqués, les répercussions furent permanentes. Les interdictions et le contre-coup n'ont pas seulement tué des carrières, ils ont laissé des cicatrices sur le psychisme collectif de l'industrie. Freaks a prouvé que même à l'âge d'or scintillant d'Hollywood, il y avait des histoires si brutes et réelles que le monde n'était tout simplement pas prêt à les affronter. Babyface, 1933. À l'époque pré-code, avant que les censeurs d'Hollywood ne ferment la porte au sexe et à l'ambiguïté morale, Babyface était la grenade lancée dans le système. Barbara Stanwyck joue le rôle de, comme Lily Powers, une femme qui, usée par la vie et les abus, décide d'utiliser sa beauté et sa ruse pour gravir les échelons de l'entreprise en séduisant son chemin vers le sommet. Pour 1933, c'était plus que provocateur, c'était révolutionnaire. La représentation ouverte de la sexualité féminine et de l'autonomie dans le film a choqué le public et a exaspéré les gardiens de la morale. Dès que le studio a soumis Babyface pour examen, les censeurs ont été horrifiés. La version originale était si audacieuse dans ses thèmes de manipulation, de sexe et de philosophie nietzschéenne que le bureau du code de production a essayé de l'interdire. Ils ont exigé des modifications importantes, coupant des scènes suggestives, changeant les dialogues, et ajoutant même une fin morale, où Lily, après son ascension, est forcée de se contenter d'une vie modeste. Mais au moment où la version remontée est sortie en salle, des rumeurs sur les séquences perdues du film avaient déjà créé une légende. Certains États et villes l'ont carrément interdit. D'autres n'ont autorisé que la version édulcorée. La controverse entourant Babyface était si intense qu'elle a contribué à l'application plus stricte du code de production quelques mois plus tard. Mais la légende du film et de la version non coupée n'a fait que grandir avec le temps.
Pendant des décennies, la version originale était considérée comme perdue, ajoutant à la mystique du film en tant que classique interdit. Lorsqu'elle a finalement été redécouverte à la Bibliothèque du Congrès en 2004, les critiques l'ont saluée comme un chef-d'œuvre de l'Hollywood d'avant le code, un film qui osait montrer une femme refusant de se plier aux règles de la société. Babyface a hanté Hollywood comme le film qui est allé trop loin et en a payé le prix. Il reste aujourd'hui un jalon dans l'histoire du cinéma, une œuvre qui a prouvé le pouvoir du tabou et l'attrait durable d'un scandale que les censeurs n'ont pas pu effacer, peu importe à quel point ils ont essayé. La rumeur, 1961. Certains films ont hanté Hollywood, non seulement à cause de ce qu'ils montraient, mais à cause de ce qu'ils osaient dire. L'heure des enfants de William Wyler est l'un des exemples les plus audacieux. Sorti en 1961, ce drame psychologique avec Audrey Hepburn et Shirley MacLaine était basé sur la pièce de théâtre de Lillian Hellman de 1934, qui avait déjà été qualifiée d'indécente et interdite dans plusieurs villes. Même des décennies plus tard, l'adaptation cinématographique était entourée d'un sentiment de risque, de controverse et de tabou. Située dans un internat pour filles, l'histoire suit deux enseignantes, Karen et Martha, dont les vies sont détruites par la rumeur malveillante d'une élève selon laquelle les femmes sont dans une relation lesbienne. En 1961, Hollywood était encore fermement sous l'emprise des gardiens de la morale, et tout traitement direct de l'homosexualité était interdit par le code de production. Plus tôt, une tentative de version cinématographique de 1936 avait été contrainte d'effacer toute mention du thème lesbien, mais Wyler a refusé de détourner le regard. Dans The Children's Hour, les accusations et les conséquences dévastatrices sont mises à nu, exposant le pouvoir destructeur des mensonges, de l'intolérance et de la répression sociale. Les censeurs ont agi rapidement. Le film a été interdit dans plusieurs États américains, y compris le Tennessee et la Floride, et a fait face à une interdiction totale dans des pays comme le Canada et l'Irlande. Les publicités étaient limitées, et les cinémas hésitaient à le projeter, craignant des réactions négatives de la part des groupes religieux et civiques. Même dans les endroits où il n'était pas officiellement interdit, The Children's Hour était souvent boycotté ou relégué au cinéma d'art et d'essai. Son casting et son réalisateur ont fait face à des questions incisives sur les raisons pour lesquelles ils avaient risqué leur réputation pour un sujet aussi dangereux. Pourtant, les éloges de la critique pour le film étaient indéniables. La performance de MacLaine, en particulier, a apporté une nouvelle profondeur et une tristesse au combat de Martha avec ses sentiments et les conséquences d'une société qui ne peut pas l'accepter. Pour de nombreux spectateurs, le film était leur première rencontre avec la dévastation émotionnelle causée par la rumeur et l'intolérance. Aujourd'hui, The Children's Hour est rappelé comme un moment décisif dans l'histoire d'Hollywood, qui a marqué le début de l'effondrement progressif du code de production et ouvert la voie à des récits plus honnêtes et courageux. Son héritage persiste encore, comme un rappel obsédant que parfois, la chose la plus dangereuse à Hollywood n'est pas ce qui est à l'écran, c'est le silence qui l'entourait autrefois. La lune était bleue. 1953. Dans les années 1950, Hollywood était censé s'être installé dans la camisole de force du code de production, un ensemble de règles si strictes que même le mot enceinte était interdit. Mais The Moon is Blue d'Otto Preminger a brisé ces frontières comme un marteau-pilon. En surface, c'est une comédie romantique. William Holden et David Niven rivalisent tous deux pour attirer l'attention d'une jeune femme déterminée. Mais ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement les échanges spirituels. C'était le discours franc et sans détour sur le sexe, la virginité et la séduction. Dès le début, les censeurs étaient consternés. Le scénario osait utiliser des mots comme vierge, séduire et maîtresse. Même s'il n'y avait pas de sexe à l'écran, la franchise du dialogue était considérée comme scandaleuse. L'administration du code de production a refusé d'accorder au film son sceau d'approbation, et la Légion catholique de la décence l'a condamné. De nombreux États et villes ont entièrement interdit le film. Le tollé était énorme, mais Preminger et United Artists ont riposté. Ils ont sorti The Moon is Blue sans approbation, pariant que le public affluerait pour voir de quoi il retournait. Ils avaient raison. La controverse n'a fait qu'augmenter la popularité du film, attirant des foules qui voulaient voir la comédie osée que les censeurs ne voulaient pas qu'ils regardent. The Moon is Blue est devenu un succès au box-office.
et sa bataille avec les censeurs a établi un précédent crucial pour la liberté artistique à Hollywood. Au fil du temps, cela a contribué à éroder le pouvoir du code de production, ouvrant la voie à des conversations plus ouvertes sur le sexe et les relations à l'écran, mais son ombre a persisté pendant des années. Pour certains, The Moon is Blue représentait tout ce qui n'allait pas avec les mœurs changeantes d'Hollywood. Pour d'autres, c'était un phare de progrès. Quoi qu'il en soit, cela a forcé l'industrie à affronter ses propres tabous et à prouver que parfois, un film interdit pouvait changer Hollywood à jamais. L'homme au bras d'or, 1955. Le film L'homme au bras d'or avec Frank Sinatra n'a pas seulement repoussé les limites, il les a brisées. Sorti en 1955, ce drame abordait un sujet que Hollywood avait toujours évité, la dépendance aux drogues. Sinatra incarnait Frankie Machine, un talentueux batteur de jazz et ancien héroïnomane en rémission, luttant pour rester sobre après sa sortie de prison. Otto Preminger, qui n'a jamais reculé devant la controverse, a réalisé avec une approche brute et non filtrée, qui était aussi choquante pour les censeurs que pour le public. Le film était cru, sans concession, et loin des histoires aseptisées que Hollywood livrait habituellement. Les ennuis ont commencé avant même qu'un seul billet ne soit vendu. L'autorité du code de production, le dernier mot sur ce qui pouvait ou ne pouvait pas être montré dans les cinémas américains, a catégoriquement refusé d'accorder au film son sceau d'approbation. Leur code interdisait explicitement la représentation de la toxicomanie, et ils n'étaient pas prêts à céder pour Sinatra. Peu importe à quel point il était une grande star. Les grandes chaînes de cinéma étaient nerveuses, craignant des réactions négatives de la part des groupes religieux et des observateurs communautaires. Mais Preminger a refusé de céder. Il a sorti le film sans l'approbation du code, déclenchant une tempête de débats qui a résonné à travers Hollywood. Certaines villes ont interdit le film purement et simplement, et d'autres ont essayé de bloquer sa publicité. Malgré la résistance, L'homme au bras d'or est devenu un succès au box-office, et les critiques ont salué la performance brute et vulnérable de Sinatra comme une révélation. Le succès du film était plus qu'un simple succès commercial. Il a marqué un tournant dans l'histoire d'Hollywood, signalant le début de la fin de la mainmise du code de production. La bataille autour de L'homme au bras d'or a encouragé d'autres cinéastes à aborder des sujets difficiles et tabous, ouvrant la voie à des films plus honnêtes et stimulants des années 1950 et 1960. Aujourd'hui, L'homme au bras d'or est reconnu comme une œuvre révolutionnaire, rappelée non seulement pour le rôle déterminant de la carrière de Sinatra, mais aussi pour sa confrontation audacieuse des coins les plus sombres de la société. En affrontant la censure de front et en refusant de céder, ce film a changé les règles du jeu, entend Hollywood avec le message que l'art ne pouvait être réduit au silence, peu importe à quel point la vérité pouvait être inconfortable. Song of the South, 1946. Il y a peu de films que Disney préférerait effacer de son histoire que Song of the South. Sorti en 1946, le film était censé être une merveille technique, un mélange d'action réelle et d'animation, mettant en vedette le désormais emblématique Zip-a-dee-doo-dah. Au lieu de cela, il est devenu l'un des films les plus controversés d'Hollywood, déclenchant instantanément des protestations et des condamnations pour son insensibilité raciale et sa représentation idéalisée du Sud pendant l'ère de la Reconstruction. Le film Song of the South raconte l'histoire du jeune Johnny et de sa relation avec Oncle Remus, un métayer noir qui divertit le garçon avec des contes folkloriques sur Frère Lapin. Mais les critiques ont immédiatement critiqué le film pour sa représentation des personnages noirs comme heureux, serviles et satisfaits de leur place dans la société. Des groupes de défense des droits civiques, y compris la NAACP, ont dénoncé le film pour perpétuer des stéréotypes dangereux et pour minimiser les réalités brutales de l'esclavage et de la ségrégation. Le fait que James Baskett, qui jouait Oncle Remus, n'ait même pas été autorisé à assister à la première du film à Atlanta en raison des lois de ségrégation, ne faisait que souligner l'hypocrisie au cœur de la production. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, de nombreux cinémas refusant de projeter le film. À l'international, certains pays l'ont carrément interdit, tandis que d'autres ont imposé des restrictions. Disney, sensible au climat social changeant, a discrètement retiré Song of the South de la circulation, ne le sortant jamais en vidéo domestique aux États-Unis. Pourtant, malgré ses prouesses techniques et la popularité durable de sa musique et de ses personnages animés, Song of the South est devenu un fantôme dans le coffre-fort de Disney. Une œuvre si problématique
que même la mentionner suffit à déclencher un débat. Pendant des décennies, il a hanté la réputation du studio, servant de mise en garde sur la façon dont le pouvoir du cinéma peut renforcer les torts sociaux aussi facilement qu'il peut inspirer. Il reste aujourd'hui un rappel que le passé d'Hollywood est jonché d'histoires qui, une fois libérées, ne peuvent jamais vraiment être enterrées. Citizen Kane, 1941. Il est difficile d'imaginer maintenant, mais lorsque Citizen Kane a été présenté en 1941, il était dangereusement proche d'être enterré à jamais par le pouvoir même qu'il cherchait à exposer. Orson Welles, à peine dans la vingtaine et déjà célèbre pour sa diffusion de La Guerre des mondes, a lancé un film qui n'a pas seulement enfreint les règles, il les a incendiées. Citizen Kane était une critique à peine voilée du magnate de la presse, William Randolph Hearst, dépeignant l'ascension et la chute solitaire d'un magnate dont le nom n'était pas Kane, mais aurait tout aussi bien pu l'être. Hearst se reconnut instantanément et déclara la guerre. Il utilisa son immense empire médiatique pour faire taire le film, menaçant les cinémas, attaquant Welles dans la presse et interdisant toute publicité et critique de Citizen Kane dans ses journaux. Les dirigeants de studios ont été sous pression, les cinémas ont été intimidés, et il y a même eu des menaces de révéler les secrets les plus sombres d'Hollywood si le film voyait le jour. Certaines salles ont retiré le film entièrement, et dans de nombreuses régions du pays, il est devenu presque impossible de trouver une projection. Pendant des années, Citizen Kane a existé dans une sorte de purgatoire cinématographique, un chef-d'œuvre dont tout le monde parlait à voix basse, mais que peu de gens ont réellement vu. Malgré le blocus, le film a reçu des éloges de la critique, remportant même un Oscar pour le meilleur scénario original. Mais ses débuts au box-office furent décevants, et la carrière de Welles à Hollywood ne se remit jamais vraiment du contre-coup. Ce n'est que des décennies plus tard que Citizen Kane acquit sa réputation de plus grand film jamais réalisé, son influence sur la narration, le montage et la cinématographie devenant indéniable. La légende de Citizen Kane ne concerne pas seulement l'innovation. C'est un conte de mise en garde sur les dangers du pouvoir et les efforts que les riches et influents déploieront pour enterrer des vérités dérangeantes. Les interdictions et les boycotts ne l'ont pas tué. Ils lui ont donné une nouvelle forme d'immortalité, faisant de son héritage hanté autant un drame réel en coulisses qu'une fiction à l'écran. Autant en emporte le vent, 1939. Autant en emporte le vent est l'un des films les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood, mais son héritage est tout aussi hanté par la controverse qu'il est décoré d'Oscars. Lors de sa première en 1939, l'épopée somptueuse de la guerre civile de David O. Selznick fut une sensation instantanée. Les spectateurs faisaient la queue sur des pâtés de maison pour assister à la romance grandiose de Scarlett O'Hara et Rhett Butler, et le film est rapidement devenu un symbole de l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant, sous sa grandeur technicolor et ses records au box-office, se cache une histoire d'interdiction, de protestation et de blessures sociales durables. Dès ses débuts, Autant en emporte le vent a été critiqué pour sa représentation du sud des États-Unis et sa gestion de la question raciale. Les critiques ont souligné que le film idéalisait la vie de plantation, passait sous silence les horreurs de l'esclavage et véhiculait des stéréotypes raciaux. Bien que Hattie McDaniel ait marqué l'histoire en devenant la première actrice noire à remporter un Oscar pour son rôle de mamie, elle a été contrainte de s'asseoir à une table séparée lors des Oscars et n'a même pas été autorisée à assister à la première à Atlanta. Des groupes de défense des droits civiques ont protesté contre la sortie du film, et dans certains pays, y compris l'Allemagne d'après-guerre et l'Union soviétique, le film a été carrément interdit pour son soutien perçu à l'inégalité raciale. Au fil des années, les projections d'Autant en emporte le vent ont continué à susciter des débats passionnés. Pendant l'ère des droits civiques, les appels à interdire ou censurer le film ont refait surface. Et même aujourd'hui, sa disponibilité est souvent accompagnée de mises en garde contextuelles sur ses représentations dépassées et offensantes. À l'international, des interdictions et des restrictions ont suivi les vagues de changements sociaux, rendant le parcours du film aussi tumultueux que l'histoire qu'il raconte. Malgré, ou peut-être à cause de, ces controverses, Autant en emporte le vent reste une partie indélébile du cinéma américain, à la fois célébré et condamné. Son héritage rappelle que les films les plus emblématiques d'Hollywood portent souvent des ombres impossibles à ignorer, et que parfois les histoires les plus aimées sont aussi les plus troublantes.
Interdit, contesté et débattu sans fin. Autant en emporte le vent continu de hanter Hollywood, à la fois comme un triomphe cinématographique et un avertissement sur les histoires que nous choisissons de célébrer. Strange Interlude, 1932. Lorsque MGM a adapté la pièce primée par le prix Pulitzer d'Eugene O'Neill, Strange Interlude, et en 1932, le studio savait qu'il marchait sur le fil du rasoir. La production théâtrale d'O'Neill était déjà célèbre pour sa représentation franche des liaisons extraconjugales, de la grossesse hors mariage et de la psychologie tourmentée de son héroïne, Nina Leeds. Traduire de tels thèmes adultes sur grand écran au début des années 1930, à la fin de l'ère précoce d'Hollywood, était un pari qui a failli échouer. Le récit du film tourne autour de Nina, qui, hantée par la mort de son fiancé pendant la Première Guerre mondiale, cherche réconfort et épanouissement à travers une série de relations. La pièce originale avait repoussé les limites avec ses monologues intérieurs et sa discussion ouverte de sujets tabous, l'infidélité, l'avortement et la santé mentale. La version de MGM, bien que contrainte d'adoucir certains éléments pour l'écran, conservait tout de même un niveau d'intensité psychologique et de franchise sexuelle rare pour l'époque. Les censeurs n'étaient pas amusés. Strange Interlude a été interdit dans plusieurs États et villes pour ses thèmes adultes, et les gardiens religieux l'ont condamné comme moralement dangereux. Le bureau Hayes, le précurseur de la pleine autorité du code de production, a exigé des coupes et des changements. Mais même la version édulcorée a suscité des critiques. Les spectateurs dans les régions plus conservatrices n'ont jamais vu le film, et sa réputation de film interdit n'a fait que croître. Ironiquement, la controverse a attisé la curiosité du public. Dans les marchés où il a été diffusé, Strange Interlude est devenu un billet très prisé, les cinéphiles étant impatients de voir ce qui avait tant agité les censeurs. Au fil du temps, la réputation du film s'est estompée, alors que le code de production strict verrouillait Hollywood. Mais son héritage, en tant que l'un des films les plus audacieux et les plus interdits de l'ère pré-code, demeure. Strange Interlude a prouvé que même dans les années les plus glamour de Hollywood, la frontière entre l'art et l'obscénité était mince, et la franchir pouvait laisser une marque qui entrait l'industrie pendant des décennies. Le Dictateur, 1940. Charlie Chaplin était déjà une icône lorsqu'il entreprit de réaliser Le Dictateur, mais rien dans sa carrière légendaire n'avait préparé Hollywood à la tempête qui suivit. Sorti en 1940, le premier vrai film parlant de Chaplin était une satire acérée visant Adolf Hitler et la montée du fascisme en Europe. À une époque où une grande partie de l'Amérique hésitait à critiquer l'Allemagne nazie, la parodie de Chaplin sur Adenoid Hynkel était à la fois une déclaration artistique audacieuse et un paratonnerre politique. De nombreux initiés de l'industrie ont averti Chaplin que se moquer d'Hitler pourrait provoquer la censure, des répercussions diplomatiques, voire de la violence. Leurs craintes n'étaient pas infondées. Le Dictateur a été interdit en Allemagne nazie, en Italie et dans leurs territoires occupés, où la projection du film était un crime passible de prison. Certaines salles de cinéma aux États-Unis ont refusé de le projeter par crainte de représailles nazies ou de réactions négatives de groupes isolationnistes. Même le gouvernement britannique, désireux d'éviter de provoquer Hitler avant la guerre, hésitait à autoriser des projections publiques. Mais Chaplin a persisté, finançant le projet lui-même et risquant à la fois sa fortune et sa réputation. Lorsque Le Dictateur est sorti, il a été accueilli par un mélange d'éloges et d'indignation. Les critiques ont salué son courage, tandis que certains commentateurs conservateurs ont accusé Chaplin d'exploiter une tragédie mondiale pour faire rire. Le discours final enflammé du film, un plaidoyer pour l'humanité face à la tyrannie, n'a fait qu'accentuer son impact. Au fil du temps, Le Dictateur a été reconnu comme un chef-d'œuvre, preuve que la satire pouvait défier le pouvoir et qu'Hollywood pouvait être plus qu'une simple fantaisie d'évasion. Mais pendant des années, les interdictions et les boycotts du film ont rappelé que même la comédie pouvait être dangereuse lorsqu'elle affrontait le mal. Le Dictateur perdure non seulement comme l'œuvre la plus audacieuse de Chaplin, mais aussi comme l'un des actes de défi les plus audacieux d'Hollywood. Une prise de position artistique qui a hanté une industrie souvent plus à l'aise avec le silence qu'avec le fait de dire la vérité au pouvoir. Gilda. Peu de films de l'âge d'or d'Hollywood ont scintillé avec autant de style et de scandale que Gilda.
Sorti en 1946 par Columbia Pictures, ce film noir emblématique est mémorable non seulement pour ses ombres mystérieuses et ses triangles amoureux complexes, mais aussi pour le magnétisme irrésistible de sa star, Rita Hayworth. Lorsque Gilda de Hayworth rejette ses cheveux en arrière et exécute le striptease le plus sensuel qu'Hollywood ait osé montrer à l'époque, ce ne sont pas seulement les cinéphiles qui ont pris note, ce furent aussi les censeurs et les gouvernements du monde entier. Réalisé par Charles Vidor et mettant en vedette Glenn Ford aux côtés de Hayworth, Gilda raconte l'histoire d'un joueur, d'un patron de casino et de la femme énigmatique prise entre eux. En surface, c'est une histoire de jalousie et de vengeance dans un nightclub enfumé de Buenos Aires. Mais en dessous, c'est une étude de la tension sexuelle et de l'autonomie féminine qui a repoussé les limites de ce que Hollywood pouvait montrer. La performance de Rita Hayworth, en particulier le désormais légendaire numéro Put the Blame on Mame, était sans précédent pour le public américain. Avec un seul gant et un sourire sensuel, Hayworth a redéfini la sensualité hollywoodienne. Mais tandis que les censeurs américains coupaient des dialogues et surveillaient de près les mouvements de Hayworth, la véritable tempête a éclaté à l'étranger. Dans l'Espagne franquiste, Gilda a été carrément interdite pendant près d'une décennie, condamnée pour son contenu immoral et l'indécence perçue de Hayworth. Même après la levée de l'interdiction, les autorités espagnoles ont fortement édité le film, supprimant les scènes qu'elles considéraient dangereuses pour la morale nationale. À travers l'Amérique du Sud et certaines parties de l'Europe, Gilda a affronté des batailles de censure similaires. Ironiquement, l'interdiction espagnole n'a fait qu'amplifier la légende de Hayworth, la transformant en une icône interdite et donnant au film une allure dangereuse qu'il n'aurait peut-être jamais eue autrement. De retour à Hollywood, le scandale n'a fait qu'ajouter au succès du film. Gilda est devenue une sensation, avec des critiques et des fans affluents pour voir le film qui avait choqué le monde. La performance de Hayworth entrait sa propre image, car l'étiquette de déesse de l'amour lui collerait pour le reste de sa carrière, à la fois une bénédiction et un fardeau. Aujourd'hui, Gilda est un exemple parfait de la façon dont un film peut susciter la controverse, enflammer les censeurs, et finalement survivre aux interdictions pour devenir un classique immortel. Parfois, il suffit d'un regard, d'un gant, et d'un monde pas tout à fait prêt pour ce que Hollywood avait à offrir. Salomé. Bien avant, Hollywood avait un code de censure formel. Il avait déjà un talent pour susciter le scandale, et peu de films l'illustrent mieux que Salome. Sortie en 1923, cette adaptation muette de la pièce controversée d'Oscar Wilde a suscité à la fois fascination et fureur pour son sujet biblique et sa star, l'émigrée russe Alla Nazimova, une légende de Broadway, connue pour son goût avant-gardiste et son esprit défiant. Les décors stylisés du film, les costumes audacieux et le jeu théâtral le rendaient visuellement inoubliable. Mais ce sont les sous-entendus sensuels et les thèmes blasphématoires qui ont laissé les censeurs abasourdis. Salomé raconte l'histoire biblique de la belle-fille du roi Hérode, dont la célèbre danse des 7 voiles conduit à l'exécution de Jean le Baptiste. La représentation de l'érotisme de Salomé et de sa puissante sexualité féminine sans complexe dans le film était sans précédent dans le cinéma américain. Les groupes religieux et les organisations conservatrices ont éclaté de colère. Plusieurs États américains, dont New York et l'Ohio, ont interdit le film pour son prétendu sacrilège et son contenu immoral. Les conseils locaux ont exigé des coupes importantes, éviscérant les séquences les plus provocantes du film. La controverse s'est intensifiée lorsqu'il est devenu clair que Salomé était codé avec un sous-texte queer. Nazimova et bon nombre de ses collaborateurs faisaient partie de l'underground LGBTQ+ précoce d'Hollywood, et l'approche sensuelle et stylisée du film n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Malgré les éloges de certains critiques, Salomé a eu du mal à trouver des écrans. Ses interdictions et sa distribution limitée, la condamnant à l'échec au box-office à son époque. Pourtant, au fil des années, Salome a atteint le statut de film culte, redécouvert par les cinéphiles et les universitaires comme un chef-d'œuvre précoce du camp et de l'audace artistique. Aujourd'hui, il se dresse comme un monument du cinéma muet, un témoignage de la manière dont le Hollywood des débuts a repoussé et payé pour repousser les limites de la sexualité et de l'art. Son histoire, en tant que film interdit,
et marginalisés, reste un rappel obsédant de la façon dont l'industrie contrôlait sa propre image, même avant le célèbre Code Hayes. Reefer Madness, 1936. À première vue, Reefer Madness pourrait sembler n'être qu'une simple curiosité de mise en garde des années 1930, une annonce de service public mélodramatique avertissant la jeunesse américaine des dangers de la marijuana. Mais l'histoire de son interdiction et de son héritage est plus étrange que n'importe laquelle de ces intrigues fiévreuses. Financé par un groupe religieux et sorti sous divers titres, dont Tell Your Children et Doped Youth, le film montrait une série de jeunes sombrant dans la folie, la violence et la ruine après une seule bouffée de marijuana, un postulat si sensationnel qu'il frôlait la parodie. Le contenu hyperbolique du film et son style sensationnaliste en ont fait une cible privilégiée pour les censeurs. Les autorités locales et étatiques, à travers les États-Unis, ont interdit ou restreint les projections, invoquant l'influence corruptrice du film et sa supposée glorification de l'usage de drogue, même si son intention était l'opposé. Le tout nouveau bureau du Code de production ne voulait pas y toucher, et la plupart des grandes chaînes de cinéma l'ont évité. Dans certains États, la police a fait des descentes lors des projections et a confisqué les bobines de films. Mais Reefer Madness a eu une seconde vie. Des décennies plus tard, il a été redécouvert par des publics de la contre-culture qui ont trouvé ses performances exagérées et ses intrigues délirantes hilarantes plutôt qu'effrayantes. Ce qui avait commencé comme une pièce de moralité interdite est devenu un film culte de minuit dans les années 1970 et 1980, adopté par une nouvelle génération pour son accent, la valeur qu'un accessoire. Aujourd'hui, Reefer Madness est plus célèbre pour être infâme, symbolisant les extrêmes de la censure, de la propagande et la volonté d'Hollywood de jouer sur la peur pour de l'argent. Son parcours, d'une curiosité interdite à une icône culturelle, prouve que peu importe à quel point Hollywood essaie de contrôler le récit, certaines histoires refusent simplement de disparaître. Certains films s'évanouissent, mais ces légendes refusent d'être réduites au silence, interdites, censurées et condamnées, et résonnent encore dans les couloirs dorés de Hollywood. Leurs ombres persistent, nous rappelant que les histoires les plus risquées sont souvent celles que nous ne pouvons pas oublier. Lequel de ces classiques interdits oseriez-vous regarder, sachant le tollé qu'ils ont provoqué? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner. Car à Hollywood, les histoires qu'ils ont essayé d'enterrer sont celles qui demandent encore à être vues.